Salam alaikum. Pour le cours de la dyspnée, la conduite à tenir devant une dyspnée. C'est quoi la dyspnée? Premièrement, c'est une sensation subjective d'inconfort. C'est ça la dyspnée ou gêne respiratoire. Mécanisme bien sûr complexe et symptômes non spécifiques. D'accord. Elle peut être d'origine respiratoire, cardiovasculaire, neurologique et métabolique. C'est ça la dyspnée. Symptômes non spécifiques et aussi, c'est une sensation subjective d'inconfort. Son absence n'élimine pas une pathologie respiratoire. Ça veut dire qu'on peut trouver la dyspnée, on peut trouver la dyspnée dans les pathologies respiratoires et son absence n'élimine pas que c'est une pathologie respiratoire. Les deux grands cadres nosologiques, ça veut dire des maladies, elle est conditionnée par le mode d'apparition de la dyspnée. Elle peut être aiguë ou chronique. Cette dyspnée, elle peut être aiguë ou chronique, posant des problématiques différentes que correspondent à des causes souvent distinctes. D'accord. La dyspnée peut être aiguë ou chronique. La dyspnée est Pourquoi on parle de la dyspnée? Parce que la dyspnée est un motif fréquent de consultation. Pour la démarche diagnostique, comment diagnostiquer la dyspnée? Analyse sémiologique de la dyspnée. Bon, premièrement, il faut rechercher les antécédents pathologiques cardio-respiratoires. Les antécédents du malade, les facteurs de risque, l'âge, le tabac, le terrain, le traitement. Pour les recherches des signes fonctionnels, les signes fonctionnels, bien sûr, comme la douleur, la toux, et les signes généraux comme la fièvre, la tachycardie. Les examens physiques, il faut rechercher aussi les bruits respiratoires. On fait aussi les examens complémentaires. L'analyse sémiologique de la dyspnée, elle est indispensable dans l'enquête diagnostique. D'accord. Il faut rechercher la dyspnée. Elle repose principalement sur l'interrogatoire. D'accord. On fait l'interrogatoire, on trouve la dyspnée. La chronologie, la dyspnée, elle peut être aiguë, ça veut dire installation brutale, mais chronique d'installation progressive. En quelques heures à quelques jours. Si l'installation, elle est en quelques heures à quelques jours, elle est aiguë. On peut dater le début des symptômes. D'accord. Et pour la chronique, elle est progressive et plusieurs semaines jusqu'aux plusieurs mois. Pour le mode d'installation, bon, cette installation, elle peut être brutale dans la dyspnée aiguë ou progressive dans la dyspnée chronique, ou elle peut être paroxystique. Bon, dans la dyspnée brutale, c'est comme l'embolie pulmonaire, comme le pneumothorax. C'est une dyspnée aiguë. D'accord, elle peut être paroxystique, comme l'asthme, l'insuffisance ventriculaire gauche. Bon, on a dit elle peut être brutale dans l'embolie pulmonaire parce que dans l'embolie pulmonaire, il y a une obstruction soudaine. D'accord? Cette obstruction soudaine de l'artère pulmonaire provoque une diminution de l'hypoxie qui est brutale. Pour le pneumothorax, l'entrée de l'air provoque un collapsus. Le collapsus diminue l'échange qui provoque une dyspnée brutale. Pour l'asthme, ainsi que l'asthme, c'est une inflammation chronique. Et pour la dyspnée de l'asthme, elle est répétitive paroxystique par des crises. Pour les caractéristiques, les circonstances de survenue. Pour la circonstance, c'est l'effort, au repos et l'intensité. Elle peut être à l'effort ou au repos. Et l'intensité, c'est la cotation de la dyspnée. Ça veut dire fixer le stade. Il faut savoir le stade de cette dyspnée. L'horaire, est-ce qu'elle est nocturne, comme l'asthme et l'insuffisance ventriculaire gauche? Comme l'asthme, c'est surtout à cause parce que c'est l'inflammation. L'inflammation, il y a une diminution du cortisol pendant la nuit. C'est pour ça que c'est surtout nocturne. Le caractère positionnel, l'orthopnée, dyspnée au décubitus a chiffré en nombre d'oreillers. Bon, hadi l'orthopnée, il faut chiffrer avec les nombres d'oreillers, surtout dans l'insuffisance ventriculaire gauche, surtout dans l'œdème, parce qu'il y a de l'œdème. Imaginez, avec le patient, il ne peut pas supporter la position allongée, parce que c'est l'œdème c'est pour ça il utilise les oreillers. Cette orthopnée, surtout dans l'œdème aigu du poumon, il faut la chiffrer avec les nombres des oreillers. Et aussi dans la paralysie phrénique bilatérale. Pour l'orthopnée, bon, on a dit pour les horaires, l'insuffisance ventriculaire gauche, elle est nocturne. Pourquoi? Parce que nocturne, c'est surtout la position couchée. La position couchée, il y a une augmentation du retour veineux. Augmentation du retour veineux, ça veut dire augmentation de congestion qui provoque la dyspnée.
On a de l'orthopnée dans l'insuffisance auriculaire gauche et la paralysie phrénique bilatérale. La paralysie phrénique latérale, ça veut dire le diaphragme est altéré, la respiration devient difficile, surtout dans la position couchée, parce que dans la position couchée, les viscères poussent encore sur le diaphragme. La platypnie, c'est une inspiration dyspnée en position debout. Les facteurs environnementaux, c'est surtout les allergènes dans l'asthme. Les caractéristiques et le temps ventilatoire de la dyspnée. La dyspnée, elle peut être inspiratoire, ça veut dire quand je fais l'inspiration, j'ai des difficultés. Traduit un obstacle de la pénétration de l'air, c'est comme le cornage du cheval, et le wheezing, c'est les sifflements. Expiratoire traduit un obstacle à vider l'air, ça veut dire j'ai un problème à vider, à expirer. C'est les sibilants. Comme l'asthme, problème de la... D'accord. Au deux temps, il y a des causes multiples. Brouillantonnant, le patient fait l'auscultation. Pour les caractéristiques, la fréquence de respiratoire, on sait que la fréquence respiratoire normale est entre 12 et 20. L'apnée, c'est l'arrêt respiratoire. La polypnée, plus de 20. Bradypnée, c'est moins de 12. Il y a d'autres rythmes respiratoires comme la dyspnée du Kussmaul et du Cheyne-Stokes, les métaboliques. Et l'ampliation thoracique, ça veut dire l'expansion du thorax. La cotation de l'intensité, ça veut dire stadifié. D'accord. Perception très variable selon l'individu. Elle est subjective. Les facteurs psychologiques et bien sûr l'expérience. Intérêt pour apprendre le retentissement dans la vie courante, déterminer l'évolution de la maladie et évoluer l'effet du traitement. Ça veut dire il faut stadifier cette dyspnée. On utilise surtout la classification de NIHA. La classification de NIHA 1. Le patient, il est asymptomatique. Dans la classe 2, le patient, il éprouvant un essoufflement et fatigue pour plus de 2 étages. Plus de 2 étages. Le classe 3, moins de 2 étages. Le 4, c'est un gêne permanente, même au repos. C'est la classification de NIHA. Il y a d'autres classifications, comme la classification de la dyspnée, l'échelle analogique de Borg, c'est une échelle d'essoufflement. Allant des 0 à 10, le test de marche de 6 minutes. Pour le test de marche, on mesure la distance parcourue plus ou moins les arrêts. Il faut mesurer aussi la saturation dans le début du test, dans la fin du test et la valeur minimale entre les tests, entre les mesures. Le score de Borg, le début et la fin du test. Le questionnaire respiratoire de S.T. George, retentissement sur la qualité de vie, sont des questions. Les signes fonctionnels associés. Les symptômes fonctionnels, ça veut dire c'est quoi les signes fonctionnels qu'on peut trouver avec cette dyspnée. On peut trouver la douleur, on peut trouver la toux, les expectorations sont des signes respiratoires. Les bruits respiratoires comme le wheezing, c'est les sifflements, le cornage, on a des comme le cornage du cheval, les signes extra-respiratoires, on peut trouver la fièvre, on peut trouver les signes d'insuffisance cardiaque droite ou gauche. Les signes physiques associés. On a parlé des signes fonctionnels. Pour les signes physiques, c'est surtout les signes d'auscultation. C'est l'auscultation, c'est la percussion, les palpations, les 4 temps de l'examen physique. Anomalies auscultatoires, on peut trouver les crépitants, on peut trouver les crépitants comme le wapé, les sibilants, les râles bronchiques. D'accord, abolition du murmure vésiculaire sont des signes. Anomalies de percussion, c'est la matité, surtout de l'eau, tympanisme comme le pneumothorax. L'anomalie de palpation, augmentation ou réduction des vibrations vocales. C'est comme dans l'épanchement pleural. La dyspnée aiguë, tolérance, la première urgence est de rechercher les signes de gravité. D'accord, l'urgence, c'est les signes de gravité respiratoire faisant craindre une détresse parce que qu'on ait peur de la détresse respiratoire aiguë. Les signes de détresse, c'est quoi les signes de détresse respiratoire? C'est la cyanose. Si la cyanose, ça veut dire la coloration bleue, sueur, le choc, même on est peur de l'hypercapnie. La polypnie, si elle est plus de 30, l'hyperadypnie, si elle est moins de 10, des battements par minute, ça veut dire moins de 10 par minute. Le tirage est mis en jeu des muscles respiratoires, surtout parce que généralement on utilise le diaphragme. Mais s'il y a une mise en jeu des autres muscles respiratoires comme les intercostaux, le sternocleidomastoïdien,
On est peur d'une détresse respiratoire aiguë. Le battement de zeille de nez, ça veut dire la dilatation de l'orifice narine à chaque inspiration et la respiration abdominale paradoxale. D'accord? On utilise l'abdomen. Le retentissement hémodynamique. Bon, aussi, on peut trouver les signes de détresse respiratoire aiguë, les signes de retentissement hémodynamique et aussi les retentissements neuropsychiques. Bon, avec les signes de gravité et la tolérance de la dyspnée, on a peur des signes de détresse respiratoire aiguë, les retentissements sur l'hémodynamique et aussi les signes de retentissement neuropsychique. Hémodynamique, c'est la tachycardie. Les signes de choc, ça veut dire les marbrures, les oliguries, l'angoisse, tout ça ce sont des signes de choc. Même l'hypotension, surtout si la tension elle est moins de 80. Les signes d'insuffisance ventriculaire droite, c'est les signes de l'œdème. L'OAMI, ça veut dire les abdominaux inférieurs, les tergescences des jugulaires, bref, le hépatogégulaire, les signes de Harzer, c'est le déplacement, pour le retentissement neuropsychique. Même la dyspnée, elle peut être accompagnée avec des signes de retentissement neuropsychique comme l'angoisse, le patient a de angoisse, il est agité. Le terbo, le flabine tamor, ça veut dire des mouvements de flexion et d'extension du poignet. Ce sont des signes d'encéphalopathie hépatique. D'encéphalopathie hépatique, au maximum coma. Les signes neuropsychiques. Le diagnostic est une urgence avant de débuter le traitement. D'accord? Il faut faire le diagnostic en urgence pour débuter le traitement. La dyspnée aiguë, les étiologies, bon, les examens, bien sûr, la radio thorax, on fait la radio thorax. On fait la gaz du sang pour confirmer l'hypoxémie. On fait la FNS, surtout s'il y a une fièvre ou une inflammation. L'ionogramme, même la glycémie. Des ECG pour le retentissement cardiovasculaire. La dyspnée avec allongement du temps inspiratoire. Signe une obstruction de voie aérienne supérieure. S'il y a un allongement du temps de l'inspiration, de temps inspiratoire, ça veut dire qu'il y a un problème à la pénétration de l'air. C'est une obstruction des voies aériennes supérieures. Bon, il y a 3 diagnostics dans la dyspnée avec l'allongement du temps inspiratoire. Les 3 diagnostics, bon, l'inhalation des corps étrangers, surtout chez l'enfant. C'est très fréquent chez l'enfant. L'inhalation des corps étrangers. L'inhalation des corps étrangers, obstacle à la pénétration de l'air, allongement de temps inspiratoire. L'œdème de Quick, surtout s'il y a un œdème de Quick, c'est aussi un obstacle à la pénétration. Et même une laryngite. Tout ça sont des obstacles à la pénétration de l'air. La dyspnée avec allongement du temps expiratoire. Ça veut dire qu'il y a un blocage ou un problème à l'expiration. Il évoque une pathologie de bronche. J'ai une pathologie de bronche avec des sifflements et des sibilants à l'auscultation. Ça veut dire que quand je fais l'auscultation, je trouve des sibilants. L'étiologie dépend du terrain. C'est surtout comme l'asthme. Parce que dans l'asthme, on trouve les sibilants. La crise d'asthme. Bon, dans la crise d'asthme, c'est une dyspnée expiratoire. Chez le sujet jeune, en particulier allergie. Parce que l'asthme est lié à l'allergie. Exacerbation du PPCO, même le PPCO, on trouve une dyspnée expiratoire, et l'OAP dans un contexte d'antécédent cardiaque, surtout l'OAP cardiogénique, facteur de risque cardiovasculaire, là, tous les expectorations mosseuses. Il y a aussi la dyspnée, son allongement du temps particulier du cycle respiratoire, comme l'état de l'embolie pulmonaire, Bon, dans l'embolie pulmonaire, c'est une obstruction de l'artère pulmonaire par un caillou. Contexte d'alitement, bien sûr, dans le cas d'alitement, le patient ne bouge pas. La formation de ce caillou provoque l'embolie pulmonaire ou le voyage prolongé, phlébite associée du membre inférieur, et même l'auscultation et dans l'embolie pulmonaire, elle est normale. Le pneumothorax, c'est surtout si le sujet jeune, l'angine, parce que bon, on va faire le pneumothorax, douleur thoracique à cause de la pénétration de l'air. Le syndrome pleural, pneumopathie infectieuse, on trouve un symptôme infectieux, la douleur à cause de l'infection, la toux, pour dégager donc les sécrétions, expectoration et les crépitants. L'OAP. Pour l'OAP, c'est surtout l'OAP cardiogénique
Horaire nocturne, il est surtout nocturne euh, euh, à cause de la position à coucher, la toux et les expectorations sont musseuses parce que du de liquide et bien sûr l'OAP ici, lit crépitant. Les examens complémentaires de base, bon, ici pour la dyspnée chronique. Pour la dyspnée chronique, radiothorax dans les deux, aigu ou chronique, aussi la FNS dans les deux, ECG dans les deux, mais dans la dyspnée chronique, on utilise aussi l'EFR, on utilise l'échographie cardiaque en plus. L'étiologie, elle dépend du terrain, selon l'âge, selon le tabac, les facteurs de risque, les circonstances de survenue. Est-ce que cette dyspnée, elle est nocturne ou diurne? Est-ce que le caractère saisonnier, la variabilité, la position, ça veut dire l'orthopnée, l'antipnée, ça veut dire une dyspnée en position de lentiflexion, platypnée, facteurs déclenchants, comme l'effort, l'exposition à des allergènes, le froid, l'infection, l'écart de le régime. Les signes cliniques associés à cette dyspnée chronique. On peut trouver bien sûr comme l'obésité, scoliose, ça veut dire déformation du colonne vertébrale, les signes d'insuffisance respiratoire chronique, comme l'hypertrophie du muscle sternocleidomastoïdien, ce sont des signes d'insuffisance respiratoire chronique. Ces muscles sont des muscles inspiratoires accessoires. La respiration à lèvres pincées, comme dans la PPCO. Le signe de ovaire, ça veut dire diminution de diamètre transversal de la partie inférieure du thorax lors de l'inspiration. Tout ça sont des signes d'insuffisance respiratoire chronique. Pour les signes de dysfonction pneumo-diaphragmatique, ça veut dire il y a un problème dans le diaphragme, il y a une respiration abdominale paradoxale. Les autres symptômes, c'est comme la toux, les expectorations, les douleurs, tout ça sont des signes accompagnateurs de la dyspnée chronique. Les anomalies cardiaques, on peut trouver aussi des anomalies au niveau du cœur, comme la douleur angineuse à cause de déséquilibre entre les besoins et les apports du myocarde. Les signes d'insuffisance cardiaque droite. D'accord, il y a comme l'endamement inférieur, dérégulation jugulaire. On peut trouver aussi des souffles cardiaques, comme les souffles de valvulopathie. Les signes extra-respiratoires, anomalie cutanée. Anomalie cutanée, comme l'anomalie cutanée, l'anomalie articulaire, ça veut dire les problèmes de l'articulation, neuro, ça veut dire amyotrophie, myalgie. Pour la conduite à tenir devant une hémoptysie, bon, c'est quoi l'hémoptysie? C'est le rejet par la bouche du sang en provenance des voies aériennes sous-glottiques. D'accord, on parle des voies aériennes sous-glottiques et le rejet par la bouche. C'est le rejet par la bouche. De quoi? Du sang en provenance de voies aériennes sous-glottiques. Ici, c'est une urgence. En effort de taux, d'accord? C'est pas en effort de vomissement. C'est le rejet, on a dit de sang qui est rouge, d'accord? Il est aéré, il est spumeux et aussi en effort de taux, pas en effort de vomissement. On peut trouver des prodromes, ça veut dire des signes avant l'hémoptysie. Le chatouillement laryngé, ça veut dire comment dire, en arabe c'est شو الحاجة الضغط هذه هي chaleur rétrosternale, même on peut trouver une chaleur rétrosternale et bien sûr le malaise et l'hypothymie avant cette hémoptysie. C'est quoi l'hématémèse? Ce sont des diagnostics différentiels. L'hématémèse, lors d'un effort de vomissement. L'hématémèse lors d'un effort de vomissement, mais l'hémoptysie lors d'un effort du tout. Le sang est foncé, d'accord, parce qu'il est veineux. Mais ici, le sang est rouge, aéré, spumeux. Il est non aéré et il est mêlé à des débris alimentaires. Ça veut dire il est mixé avec des débris alimentaires. Le saignement en provenance des voies aériennes supérieures, comme ça veut dire les voies aériennes supérieures, il y a un saignement. Mais dans l'hémoptysie, c'est en provenance des voies aériennes sous-glottiques. Ça veut dire sous la glotte. C'est l'épistaxie, gingivorragie, ça veut dire hémorragie, les polypes. Polypes, ça veut dire avec le tissu, c'est une croissance anormale. Si c'est les polypes,
le cancer et même des saignements nasaux. Le sang ici, il est rouge vif. D'accord. Et dans l'hémoptysie, le sang, il est rouge aéré. Pour l'évaluation de l'hémoptysie, bon, ça veut dire on va évaluer le volume du saignement. Bon, il y a de faible abondance, de moyenne abondance, de grande abondance. Faible abondance, c'est des crachats hémoptoïques, moins de 50 cc par 24 heures. Moins de 50 cc, c'est de faible abondance. Moyenne abondance, c'est plus de 50 cc. De grande abondance, c'est plus de 200 cc. Et moins de 300 cc. De faible abondance, il y a un risque de récidive abondante et imprévisible. Ça veut dire soudain. De faible abondance. Pour une moyenne abondance, c'est d'aimer à un verre jusqu'à 300 millilitres. C'est ça. 206 ici, un boule. Et elle peut être massive, voire foudroyante, qui entraîne le décès. Le décès, c'est pas par l'anémie, c'est par l'asphyxie, dans ce cas. Évaluer le terrain. Pour le terrain, les conditions de survenue, les antécédents pulmonaires cardiaques. Bon, les conditions de survenue. Bon, il y a des antécédents. Les antécédents comme les antécédents pulmonaires ou cardiaques. Cardiaque, il y a des DDP, ça veut dire dilatation de bronches. Primo-infectieux tuberculose, parce que dans la tuberculose, on trouve l'hémoptysie. Même autre histoire médicale récente. Pour les antécédents pulmonaires, on a dit les antécédents cardiaques, même la dilatation de bronches, parce que dans la dilatation de bronches, il y a la destruction. La destruction provoque une hypervascularisation anormale et cette hypervascularisation, elle est fragile. La rupture de cette hypervascularisation provoque de l'hémoptysie. La primo-infection tuberculose, même dans la primo-infection, il y a une réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire, elle est accompagnée par une hypervascularisation qui provoque l'hémoptysie. L'examen clinique, il faut rechercher les signes de phlébite parce que dans la phlébite, elle est associée à la TVP, même avec l'embolie pulmonaire. Et dans l'embolie pulmonaire, on peut trouver l'infarctus pulmonaire. Le syndrome cave, c'est surtout dans le syndrome cave supérieur, parce que le syndrome cave supérieur il est associé au cancer bronchique. Dans le cancer bronchique, on trouve les nécroses, même avec le nécrose, il y a l'hémoptysie. Le sulfure mitral, ainsi que dans le sulfure mitral, surtout de l'arthricine mitrale, il y a une hyperpression dans l'angée. L'hyperpression dans l'angée provoque une hypertension pulmonaire. L'hypertension provoque une rupture des vaisseaux. Hypocratisme digital, c'est l'époxy. L'époxy, elle oriente vers les pathologies, comme la dilatation de bronches. L'insuffisance respiratoire, un volume de saignement modéré peut entraîner une détresse respiratoire. Bien sûr. L'évaluation de retentissement. Les signes de détresse respiratoire, on cherche les signes de détresse respiratoire, les signes de l'anémie. Le risque de décès par l'hémoptysie est plus lié à l'asphyxie, c'est surtout l'asphyxie, que le choc hypovolémique par la spoliation sanguine. C'est l'asphyxie. La tolérance clinique, c'est s'il y a une insuffisance respiratoire aiguë ou insuffisance respiratoire chronique. Est-ce que il y a il faut évaluer l'état de conscience, la capacité de tout, même s'il y a une pâleur à cause de l'anémie. L'oxymétrie dans l'oxygène, la gazométrie pour les gaz du sang, le temps de l'hémoglobine pour rechercher une anémie. Quelle que soit l'abondance, une hémoptysie avec détresse respiratoire, c'est avec altération des gaz du sang est une hémoptysie grave. D'accord. Quelle que soit l'abondance, de faible abondance avec détresse respiratoire et altération des gaz du sang, c'est une hémoptysie grave. D'accord. La biologie, c'est l'FNS. La clinique, on cherche les signes de détresse respiratoire aiguë. Hémodynamique, c'est la tension artérielle, la fréquence cardiaque et la saturation. Prescription en urgence. Bon, en urgence, il faut hospitaliser le malade en unité dans l'unité de soins intensifs. Bien sûr, si l'hémorragie elle est de grande abondance ou elle est mal tolérée. Bien sûr, les voies aériennes, il faut assurer la liberté de voies aériennes. On donne l'oxygène en cas de désaturation, en fonction de saturation, bien sûr, et des gaz du sang. Bien sûr, repos au lait, le malade. Voie
position comme semi-assise, voie veineuse périphérique, en place de voie veineuse périphérique. On fait un bilan sanguin FNS iono-sanguine groupe A ou ABO, les gaz du sang et aussi l'ECG. Bon, le retentissement cardiaque. Le radiothorax, on fait la radiothorax pour rechercher les étiologies de cette hémoptysie et la granité post-hémoptylique, c'est une hyperdensité envers dipolyse, je sais pas. Bon, c'est une granité, c'est une conséquence de l'inondation alvéolaire. Parce que l'hémoptysie, une inondation alvéolaire qui provoque la granité post-hémoptylique. Endoscopie bronchique, on fait aussi l'endoscopie bronchique en urgence, bien sûr, qui compte le patient stabilisé. L'état du patient à aller stabiliser. Pourquoi on fait l'endoscopie? Pour affirmer le diagnostic positif et pour localiser le saignement. Bien sûr, il faut localiser le saignement. C'est très important. Le diagnostic étiologique. Bon, c'est quoi les différentes étiologies de l'hémoptysie? Premièrement, c'est la tuberculose. Hémoptysie dans le cadre d'une tuberculose aiguë. L'hémoptysie peut survenir chez un ancien tuberculeux guéri. Bon, on a dit, il y a une hypervascularisation à cause de l'inflammation, la tuberculose. Elle peut être aussi chez un ancien tuberculeux qui est guéri, sans réponse évolutive. Alors, et même c'est le témoin de bronchoextase et la dilatation, secondaire à une grave aspergillère, parce qu'il y a la dilatation de branches, où il y a une tuberculose, ainsi que la greffe aspergillaire, d'accord. Surtout l'aspergillome, il aime les cavités, d'accord. Il aime les cavités, c'est pour ça on trouve une greffe aspergillaire. Les pathologies tumorales, surtout les cancers, parce qu'il y a de la nécrose, surtout chez les fumeurs. Les métastases bronchiques sont moins souvent à l'origine de l'hémoptysie, même s'il y a des métas. La dilatation de branches, c'est une cause aussi fréquente. C'est une cause fréquente parce qu'il y a dilatation. La dilatation, elle est accompagnée d'une hypervascularisation. On utilise surtout la TDM. D'accord. Dans la TDM, on voit la dilatation des branches. On voit la dilatation des branches. Les bronchites chroniques. Même dans les bronchites, on trouve l'hémoptysie. Parce qu'il y a les possibles de surinfection. La surinfection accompagnée d'une hémoptysie. Les étiologies infectieuses, non tuberculose, on ne parle pas de tuberculose. Dans les pneumopathies, même les infections mycoses par les aspergillomes, parce que les aspergillomes, c'est surtout dans les cavités parasitaires, en particulier de les champignons, et même les parasites, comme le kyste hydatique, en cas de rupture, on trouve une hémoptysie, et dans l'embolie, surtout en cas de l'infarctus. Le sang de l'embolie, il est noir. Dans le cas d'insuffisance ventriculaire gauche, c'est surtout rosé, mousseux, saumonné dans l'OAP. Dans le cas de rétrécissement mitral, aussi on peut trouver de l'hémoptysie. Angiome, c'est surtout l'angiomatose de Randy Osler. C'est une malformation vasculaire. C'est-à-dire la malformation vasculaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de capillaire. D'accord. Il n'y a pas de capillaire. Bon, cette malformation provoque l'hémoptysie. Les vascularites, ça veut dire des maladies des vaisseaux. Les maladies des vaisseaux provoquent l'hémoptysie, comme les lupus, la sarcoïdose, c'est-à-dire la granulomatose multisystémique, le syndrome de Goodpasture, c'est une hémorragie pulmonaire. Ce sont des anticorps antimembrane basale glomérulaire. Même, il y a l'hémoptysie en cas de traumatisme, bien sûr. Traumatisme, hémoptysie, les plaies pénétrantes pulmonaires, les contusions, ça veut dire hématome tussilaire, parce que les capillaires sont endommagés. Avec en son hématome et les ruptures bronchiques. Même les ruptures du bronche provoquent l'hémoptysie, les malformations et même l'inhalation des gaz. Les anticoagulants, bien sûr, parce que ce traitement inhibe la coagulation. C'est les AVK et les héparines. Hémoptysie sans cause retrouvée. D'accord, il y a d'autres hémoptysies sans cause. Le traitement. Pour le traitement, selon la gravité de l'hémoptysie, bien sûr.
Pour l'hémoptysie de faible abondance, elle ne nécessite aucun traitement en urgence, mais juste suivre la surveillance. Dans l'hémoptysie de faible abondance, il faut juste la surveiller. Diagnostic et traitement étiologique, c'est juste un traitement étiologique. Mais de moyenne abondance, il faut hospitaliser le malade. Donc, cas de myopathies de moyenne et de grande abondance. La prise en charge, bien sûr, c'est en même temps avec l'exploration de l'étiologie. C'est pas comme dans les myopathies de faible abondance, il faut juste traiter les étiologies. Le traitement, c'est le repos. On donne l'oxygène pour maintenir la saturation. On donne la vasoconstricteur comme la gliprycine. On fait un remplissage vasculaire parce que il y a une perte du sang par une transfusion du sang. Il faut immobiliser les artères bronchiques. D'accord, immobilisation, ça veut dire pour arrêter l'hémoptysie, la chirurgie de on fait une chirurgie de l'hémostase si l'échec d'immobilisation. Et même en cas de tuberculose, il faut traiter l'étiologie. Pour le pneumothorax spontané, c'est quoi le pneumothorax spontané? C'est la présence anormale de l'air dans l'espace pleural. Et normalement, il n'y a pas de l'air dans l'espace pleural. Le pneumothorax spontané, c'est la présence anormale de l'air. Si il est spontané, ça veut dire qu'il n'est pas provoqué par un traumatisme ou iatrogène. Il y a deux types. Il y a deux types, primaire et secondaire. Primaire, il est idiopathique, d'accord. Primaire, idiopathique, ou il y a le pneumothorax spontané. Spontané secondaire. Ça veut dire primaire. Survient sur un poumon sain. Le poumon, il est sain. Mais dans le secondaire, le poumon, il est malade. Primaire, il est survient sur un poumon qui est sain et chez un sujet qui est jeune. Mais secondaire, bien sûr, malade et un sujet plus de 50 ans. La plupart du temps, il est bénin. Le pneumothorax primaire ou idiopathique, il est bénin et en général lié à la rupture de plebs. Donc les plebs, d'accord, فيهم l'air. La rupture de plebs provoque un pneumothorax primaire. Mais dans le secondaire, chez un patient qui est malade, qui est plus de 50 ans, il est âgé, mais moins bien toléré que dans le pneumothorax spontané primaire. Un tirage de la question, pourquoi? Pourquoi on intéresse au pneumothorax? Parce que c'est un motif fréquent de consultation en urgence. Le diagnostic, c'est par la radio, et les thérapeutiques nécessitent de la connaissance et de la maîtrise des techniques. D'accord, il faut maîtriser les techniques en plus selon la disponibilité des moyens. Le pronostic, c'est une urgence vitale, surtout dans les formes graves. Et même il y a certains métiers à risque, comme les personnels navigants. Bon, on parle de primaire et secondaire. Primaire, on a dit, c'est sur un poumon sain. Il y a deux types, une fuite aérienne ou inflammation. La fuite aérienne, ça veut dire les bleps. L'hypélibleps, c'est une hyperporosité pleurale localisée. Ça veut dire la cavité pleurale. Il y a des pores, il y a formation du pore. L'hyperporosité provoque la fuite aérienne. La fuite aérienne provoque un pneumothorax. L'inflammation, et même en cas d'inflammation, surtout des petites voies aériennes, surtout à cause du tabac, l'irritation de ces voies. Pour le secondaire, il est secondaire à une nécrose du parenchyme pulmonaire, surtout dans les causes infectieuses, comme la tuberculose, staphylocoque, et non infectieuses, même les autres causes où il y a du nécrose, comme le cancer, comme les pneumopathies infiltratives. D'accord, la sarcoïdose. Le barotraumatisme, ça veut dire les patients de réanimation. Le pneumothorax, c'est surtout chez les hommes, fumeurs, selon la dose, mais elle est surtout augmentée chez l'homme. Bien sûr, chez les morphotypes longiligne, يعني اللي يكونوا كطوال, c'est surtout. Grande variation de la pression atmosphérique dans les orages, يعني كي يكون رعد, les personnels navigants, les facteurs génétiques, et même il y a la génétique. Notez bien, effort physique et effort à glotte fermée. Bon,
ces efforts, ça veut dire le voyage aérien, même pour prolonger, même les efforts à glotte fermée. D'accord, on fait des efforts à glotte fermée, ne provoquent jamais de pneumothorax, mais aggravent un pneumothorax préexistant. D'accord. Ces manœuvres, même l'effort physique, ne provoquent jamais de pneumothorax, mais s'il y a un pneumothorax préexistant, euh, ces manœuvres peuvent aggraver ce, le pneumothorax. Diagnostic positif. Bon, avec le pneumothorax, il y a deux signes fonctionnels constants. C'est la douleur thoracique et la dyspnée. C'est surtout la douleur thoracique et la dyspnée. On trouve toujours avec le pneumothorax les douleurs thoraciques et la dyspnée. La toux sèche, c'est parfois on peut trouver de la toux sèche. Pour la douleur du pneumothorax, elle est brutale. D'accord, elle est brutale. Elle est homolatérale du côté de l'épanchement, latérothoracique au postérieur. Elle est rythmée par la latérothoracique, c'est normal parce que la plèvre, elle est latérothoracique. Elle est rythmée par la respiration. Bien sûr, selon la respiration, elle est rythmée par la respiration, surtout s'il y a la toux. D'accord, s'il y a la toux. Si on veut presque toujours au repos. Bon, on a dit cette douleur, elle est surtout au repos. Pourquoi? Parce que au repos, il y a une augmentation de la perception de douleur en absence de distraction. C'est normal. حنا كي نكونوا ميم تكونوا تحسوا بدولار وكي تحركوا ولا شغل تنساو هذيك لا دولور باسكو تولوا مركزين بزاف على اللي فوق اللي راكم ديروا فيه. C'est normal parce que il y a de distraction. Dyspnée d'intensité variable et il y a la toux. Les signes physiques avec le pneumothorax, on peut trouver l'hémothorax normal. Il peut être normal ou distendu à cause de l'air. Bien sûr, il est moins mobile. La diminution du murmure vésiculaire à cause de l'air. Abolition des vibrations vocales, même à cause de l'existence de l'air. Et il y a le tympanisme parce que c'est l'air. À l'inverse de la matité dans l'épanchement pleural. Orientation étiologique en cas de traumatisme. Les signes de gravité. C'est quoi les signes de gravité d'un pneumothorax? C'est il y a de la dyspnée avec ce pneumothorax. Si le patient il est polypnéique, plus de 25. S'il y a de cyanose, s'il y a de malaise, hypotension, tout ça, ce sont des signes de gravité du pneumothorax. Ça veut dire que ce pneumothorax il est grave. La tachycardie, la bradie, s'il est bilatéral dans les deux côtés. Les examens paracliniques. Bon, on fait le téléthorax, c'est l'examen de diagnostic de certitude. Mais jamais en expiration. Toujours on fait le téléthorax, on dit inspiration profonde. On trouve une hyperclarté qui est avasculaire. C'est pas une raréfication, c'est une hyperclarté qui est avasculaire. D'accord, parce que dans l'emphysème, on trouve une raréfication de la trame, mais aussi elle est avasculaire. Et on peut faire aussi l'échographie thoracique. D'accord. Ici, c'est un piano complet avec le poumon collabé en rose. C'est ça, c'est le poumon collabé. On recherche une hyperclarté avasculaire avec ses limites internes. Ici, c'est le poumon collabé avec le signe de distension. Il y a aussi des signes de distension et des refoulements et les lésions pulmonaires sous-jacentes. Il y a aussi le pneumothorax bridé. Ça veut dire qu'on ne voit pas la continuité de l'hyperclarté avasculaire dans la totalité du poumon. C'est un pneumothorax bridé. Ça veut dire qu'il reste attaché à la paroi. Le diagnostic de gravité. Le diagnostic, il est clinique, bien sûr. On a dit les signes de gravité du pneumothorax, la dyspnée, la polypnée, cyanose, malaise. Tout ça sont des signes de gravité. Pour le pneumothorax, il est grave s'il y a des signes cliniques, comme la dyspnée, comme l'hypotension artérielle. D'accord. Si le pneumothorax est grave, le diagnostic, il est clinique. D'accord. Il y a la dyspnée, on a dit l'hypotension, quel que soit le décollement. Quel que soit le décollement, un pneumothorax avec la dyspnée et l'hypotension artérielle, c'est un pneumothorax grave. Pneumothorax compressif, ça veut dire suffocant. Ça veut dire l'air qui augmente
l'air augmenté entre la paroi thoracique et le poumon augmente la pression dans le thorax, ça veut dire diminue le sang qui retourne au cœur. C'est ça le pneumothorax compressif suffocant, secondaire à une fistule à SOPAP. Ça veut dire il y a une compression médiasténale plus une insuffisance ventriculaire aiguë qui provoque une accumulation de l'air. Pneumothoraxie ont une pathologie respiratoire préexistante, surtout comme l'insuffisance respiratoire chronique, et un pneumothorax bilatéral si exceptionnellement. Le diagnostic différentiel. Bon, on a dit, on trouve toujours dans le pneumothorax la douleur et la dyspnée. La douleur thoracique, on peut trouver aussi la douleur thoracique dans l'embolie, dans l'édème, dans la dissection. Mais bien sûr, comme la dissection, c'est une douleur, déchirante dans l'édème. Il y a, bon, dans l'édème, on peut trouver une douleur, comment dirais-je, angoisse, embolie. Il y a aussi l'embolie pulmonaire. Pour la dyspnée aiguë, même dans la crise de l'asthme, on trouve la dyspnée. Dans l'OAP, on trouve l'orthopnée. Et en cas de l'exacerbation de PPCO. La radio, une volumineuse bulle d'emphysème. Ça veut dire, si on a trouvé une bulle d'emphysème, c'est pas un pneumothorax, c'est des bulles d'emphysème avec un examen et un téléthorax identique. C'est pour ça qu'il faut faire, la TDM thoracique. Le traitement, bien sûr, il faut évacuer l'air, il faut sauver le malade si le pneumothorax il est grave et prévenir les récidives. Les moyens des indications, observation et repos strictly. Ah, bon, c'est les moyens et les indications. Premièrement, il y a juste l'observation. Après, il y a l'aspiration. Il y a aussi le drain et le traitement chirurgical. Bon, on commence avec l'observation et le repos strictly. Pour l'observation et le repos strictly, elle est indiquée en cas d'absence de symptômes. Il n'y a pas de symptômes. Ça veut dire un pneumothorax sans dyspnée. Avec ou on a dit un patient avec un pneumothorax et absence de symptômes, il n'a pas de symptômes. Et si son premier épisode avec décollement et ce décollement il est moins de 1 cm, il faut juste observer le malade et un repos strictly. Le pneumothorax. Pour le deuxième cas, c'est l'aspiration. Ça veut dire l'exsufflation. L'exsufflation peut être indiquée en cas de présence de symptômes. Il y a des symptômes comme la dyspnée. Et même un premier épisode avec décollement entre 1 et 3. Ça veut dire ce décollement est entre 1 et 3. Il faut faire une aspiration. Ça veut dire une exsufflation. Pour le drain. Le drain, c'est dans le cas d'un pneumothorax suffocant. Ça veut dire il y a des signes de gravité, comme la cyanose. En cas d'hydropneumo, ça veut dire il y a un niveau hydroaérique. Même hémopneumo, ça veut dire l'air et le sang. Pyopneumo, l'air et le pu. Si le pneumothorax il est bilatéral dans les deux côtés, il y a un échec d'exsufflation. Même sur un poumon sain, sain et on ne peut pas faire l'exsufflation, c'est une indication au drainage. Le piano secondaire est une pathologie respiratoire connue. Même c'est un piano secondaire, c'est une indication au drainage. Piano récidivant sur un poumon sain ou malade. Les indications du traitement chirurgical. Et pour le traitement chirurgical, si en cas de pneumothorax récidivant, échec au drainage, d'accord, il y a un échec au drainage, même piano secondaire. Et le traitement chirurgical, c'est dans les professions à risque. Ce sont des indications au traitement chirurgical. Les mesures associées, on donne les antalgiques pour la douleur. Il faut prévenir les maladies thromboemboliques. On donne l'oxygène. Et aussi, on conseille le patient d'éviter l'effort physique pendant les 3 semaines. Pendant ces 3 semaines, le patient, il faut qu'il évite les efforts. Proposer un traitement chirurgical pour les sportifs d'élite.
Ça veut dire les sportifs de haut niveau. La conduite à tenir, bon, هذه اللي درناها. Grande taille, oui, la dyspnée, oui. C'est les deux premiers épisodes, il faut évacuer l'air, exsufflation. Si deuxième épisode, c'est le pleurodèle, ça veut dire coller la plèvre pariétale avec la plèvre viscérale, c'est ça. La conclusion. Le pneumothorax est une affection, elle est bénigne, d'accord, elle est bénigne. Elle peut être primaire sur un poumon sain ou secondaire sur un poumon malade. Le diagnostic est expliqué cliniquement. Bien sûr, c'est la clinique dans le pneumothorax et on confirme par la radiographie de thorax. C'est l'examen de certitude. La recherche des formes dites graves est primordiale car le grave, ça veut est grave. C'est par la clinique. La clinique, c'est un pneumothorax grave. C'est la cyanose, l'hypotension, tachycardie, tout ça. Car le pronostic vital est parfois engagé, nécessitant une prise en charge immédiate. Le traitement, c'est selon l'abondance de cet épanchement. Il repose sur l'évacuation, bien sûr, il faut évacuer l'air. D'accord, par l'aspiration, l'exsufflation, par le drainage et par la chirurgie. Le pronostic dépend du risque de récidive et il faut aussi arrêter le tabac. Pour la douleur thoracique, c'est quoi la douleur thoracique? Bien sûr, c'est une douleur au niveau du thorax. Elle peut être extrathoracique ou intrathoracique d'origine. Elle peut, au niveau du poumon, c'est la plèvre ou le parenchyme. Il y a un problème dans la plèvre ou dans le parenchyme qui provoque des douleurs. La description du douleur, c'est surtout l'interrogatoire. Bon, dans l'interrogatoire, il faut localiser la douleur. Elle peut être rétrosternale. Bon, pour la douleur rétrosternale, c'est surtout cardiaque parce que le cœur, il est de siège rétrosternal. Même le médiastin, il est rétrosternal. Les douleurs latérothoraciques, affection pleurale, c'est surtout la cavité pleurale. Elle est latérothoracique, au pleuroparenchymateuse. Même le parenchyme, il est latérothoracique. En cas de douleur de l'épaule, d'organes sous-diaphragmatiques semi-pulmonaires. Bon, c'est les douleurs de l'épaule. Bon, les douleurs de l'épaule, d'organes sous-diaphragmatiques et les semi-pulmonaires. Bon, dans ce cas, ce sont des douleurs référées. Ça veut à cause de l'énervation commune via le nerf phrénique et le nerf intercostaux. Parce que, en cas de stimulation de nerf phrénique, par une inflammation, par une infection, abcès, d'accord, le cerveau, il interprète cette douleur comme de douleur de l'épaule. Pourquoi? À cause du partage des racines avec les régions scapulaires. Les racines sensitives. La description de la douleur et l'irradiation sont pour les douleurs pleurales. Douleur pleurale, c'est l'irradiation verticale vers l'épaule et l'hypocondre. Pour le zona, c'est pour le zona et les autres douleurs neurogènes, c'est un trajet intercostal entre les côtes. C'est un trajet horizontal. Pour les douleurs étendues, l'étendue des douleurs, premièrement, c'est les douleurs pleurales. Les douleurs pleurales, les douleurs pariétales et psychogènes sont habituellement très localisées. D'accord? Les douleurs pleurales. Et même les douleurs pariétales sont très localisées dans une région. Mais pour l'étendue, ça veut dire cette douleur elle est pleurale ou parenchymateuse. Le type de douleur, est-ce que les douleurs pleurales sont décrites comme un coup de poignard? Et même les douleurs psychogènes sont localisées. Les types de douleurs dans les douleurs pleurales, on parle de coup de poignard. D'accord, coup de poignard, d'accord, les douleurs pleurales. Pour la description de la douleur, l'intensité. Les douleurs pleurales sont parfois intenses, bien sûr sont très intenses, les douleurs pleurales. L'inspiration majeure les douleurs et la taux excepte les douleurs. Parce que, pourquoi l'inspiration et la taux? Parce que ces manœuvres augmentent la pression dans la cavité pleurale. Et même, il faut décrire la durée et les circonstances déclenchantes. La description des douleurs, les signes associés. Pour les signes généraux, dans le cas de néoplasie, on sait que dans l'état de néoplasie, il y a une altération de l'état général. Pour les signes associés, les signes respiratoires associés à la douleur, il y a la dyspnée,
On peut trouver avec la douleur la dyspnée. On peut trouver avec la dyspnée, on peut trouver avec la douleur, on peut trouver de la dyspnée, on peut trouver de la toux, d'accord? Même expectoration et sont des signes respiratoires avec cette douleur. Infectieuse, c'est la fièvre. Vasculaire, c'est les douleurs d'un membre, surtout en cas de phlébite ou la TVP. Digestive, même cette douleur elle peut être accompagnée des vomissements, de dysphagie, selon les pathologies. Neurologique, elle peut être accompagnée de syncope. Au terme de cet interrogatoire, on peut distinguer les douleurs ayant pour origine l'appareil respiratoire. Parce que il y a des douleurs profondes caractérisées. Les douleurs profondes, bien sûr, ces douleurs sont exacerbées par la toux. D'accord, les douleurs profondes sont exacerbées par la toux, l'inspiration profonde et les changements de position. Parce que si manœuvre augmente la pression, elle réalise une douleur unilatérale en point de côté. Les douleurs profondes. Point de côté. هذيك اللي كنكونوا نديرو تحسوا point de côté. هذاك هو le point de côté. Les douleurs thoraciques ayant pour origine l'appareil respiratoire. Premièrement, on va commencer par les douleurs d'origine pleurale. Premièrement, c'est le pneumothorax, c'est l'épanchement aérien. C'est quoi le pneumothorax? C'est la présence de l'air entre les deux feuillets de la plèvre. C'est une douleur déchirante. Angoisse, l'angoisse, la dyspnée, et éventuelle perte de connaissance à cause du pneumothorax. Toujours avec le pneumothorax, il y a la douleur et la dyspnée. Et on peut trouver aussi la toux. Une période d'adaptation en quelques minutes. Et pour l'épanchement liquidien, la douleur varie en fonction bien sûr du liquide. Si le liquide il est inflammatoire, le liquide il est inflammatoire, ça veut dire sérofibroineux, à cause de l'inflammation. L'intensité de cette douleur, elle peut être modérée à début progressif par l'inflammation. Mais si la pleurésie elle est purulente, si le pus, la douleur elle est brutale. Inflammation, c'est pas comme le pus. Le pus elle est brutale, c'est un accompagnateur, bien sûr c'est la fièvre à cause de pus. L'hémothorax, il y a du sang. Du sang, c'est post-traumatique. Pour l'hémothorax, ça veut dire il y a l'existence du sang. Elle est post-traumatique. Avec cet hémothorax, l'hémothorax, il y a du pâleur parce qu'il y a peur, parce que c'est le sang. Même l'anémie, signe de choc. Signe de choc, c'est l'hypotension, d'accord. À cause de ce liquide, ce sang, هذا le sang اللي راه dans la cavité pleurale. Pour les douleurs d'origine parenchymateuse, il y a principalement le PFLA. PFLA, c'est les douleurs thoraciques et sous-mamelonnaires à type point de côté. هادو les douleurs dans le PFLA, c'est de type point de côté. يعني يحس بجنبه جنبي fièvre, même fièvre, c'est à cause de l'inflammation, fièvre, frisson. Il y a l'expectoration. Les expectorations, c'est les expectorations rouillées de l'agnac. Et l'herpès, c'est les lésions vésiculeuses douloureuses. C'est ça la PFLA. C'est une pneumonie. Et pour l'embolie pulmonaire, c'est quoi l'embolie? C'est une migration d'un embole le plus souvent d'un caillot de sang. Avec le caillot de sang, c'est la migration à l'artère pulmonaire. Bien sûr, l'artère pulmonaire ou les branches de l'artère pulmonaire. De l'embolie, elle est brutale. Parce qu'il y a une obstruction qui est brutale. Elle est vive, douleur vive. Elle est basithoracique. Peut-être parasternale avec irradiation en demi-ceinture de les formes massives. Bon, c'est juste les irradiations. Elle est parasternale. Les signes accompagnateurs, on trouve la dyspnée. Pour les douleurs de l'embolie pulmonaire, on a dit sont du début brutal à cause de l'obstruction. Elle est basithoracique, peut-être parasternale. Pourquoi? Parce qu'il y a l'innervation parce que l'innervation de la plèvre, elle est faite par les nerfs intercostaux et phréniques. Avec irradiation demi-ceinture, ça veut dire comme une oppression diffuse à travers la paroi et dans les formes massives. Les signes accompagnateurs, c'est surtout la polypnée, augmentation des fréquences respiratoires. Il y a aussi la fièvre à cause de l'inflammation. Pour les douleurs d'origine pariétale, ce sont des diagnostics d'élimination.
sauf le zona et le traumatique. Les douleurs thoraciques post-traumatiques, ecchymose cutanée, ecchymose. D'accord, après le traumatisme, on trouve les ecchymoses. كي واحد يتضرب تشوف هذوك les ecchymoses bleues في لابو تاعو. C'est ça les ecchymoses cutanées. Zona, éruption érythémateux, vésiculeuse de trachée radiculaire et causalgie. C'est surtout secondaire au virus de varicelle, le syndrome de tête. Ce sont des douleurs de l'articulation chondrocostale et au chondrocostal, ça veut dire chondrosternal, entre les côtes et le sternum, ou entre les côtes et le cartilage, d'accord, costal. S'accompagne d'une tumification. Cette tumification provoque le syndrome de tête. La névralgie intercostale, douleur localisée qui s'accompagne souvent d'une douleur provoquée à la pression de thorax au point d'émergence. Bon, avec le point d'émergence des nerfs intercostales, si on fait une pression sur le point d'émergence, on va provoquer une douleur. La névralgie phrénique, cette douleur, elle est thoracique basse. Bon, c'est bien sûr par la douleur d'un point provoqué sur le trajet du nerf phrénique. C'est de douleur du trajet du nerf phrénique et intercostal du nerf intercostal. Les douleurs thoraciques d'origine cardiovasculaire, il y a aussi d'autres douleurs d'origine cardiovasculaire comme les syndromes coronariens aigus, les douleurs angинeuses, la dissection, les douleurs déchirantes de l'aorte, et les péricardites, inflammation du péricarde, et même on a l'embolie pulmonaire à cause de l'obstruction de l'artère pulmonaire. Les autres douleurs thoraciques d'origine digestive, en cas de rupture de l'œsophage, bien sûr, les lithiases. Et à la fin, il y a les douleurs psychogènes. Sont fréquentes, elles peuvent être aiguës ou chroniques. Ce diagnostic nécessite d'éliminer les principales causes. Bien sûr, il faut éliminer les autres causes et même les urgences pour dire que c'est une douleur psychogène. Et je vous remercie pour votre attention.